Netanyahou, sous l'effet en fait de deux et voire trois causes concomitantes, se trouve en fait dans un carrefour fatidique où il doit prendre des décisions. Et comme chaque lundi, nous retrouvons Richard Darmon pour commenter l'actualité politique de la semaine. Richard, bonjour. Bonjour et shalom. Merci d'être avec nous comme chaque lundi matin. On va commencer par, bien entendu, le variant qui est apparu ces derniers jours et qui pose, en fait, d'après vous, un sérieux problème politique pour Naftali Bennett. Oui, cette brusque éruption de la mutation du Covid-19, semble-t-il, très contagieuse, constitue un très sérieux problème politique pour le Premier ministre Naftali Bennett. Et ce, pour plusieurs raisons, liées non pas seulement aux facteurs et aux problèmes de la crise sanitaire, avec un risque d'approfondissement de l'épidémie qui dure, il faut le rappeler, depuis 20 mois maintenant en Israël, mais aussi pour des raisons, des conséquences qui sont toujours prégnantes dans le pays de la crise politique qui, elle, dure depuis plus de 2 ans. Alors, premier aspect de cette complexité de la situation, d'abord, on se souvient que même à l'époque du variant Delta, lequel d'ailleurs, il faut rappeler, avait touché le pays avant la constitution du gouvernement Bennett. Bon, ça n'était pas très connu, mais il y avait, si vous voulez, il avait atteint le pays avant donc sous les derniers mois du gouvernement Netanyahou. On se souvient comment l'ancien le nouveau Premier ministre, Bennett, avait été attaqué de manière extrêmement virulente, c'est le cas de le dire pour un virus, par l'opposition au Likoud et partis religieux. On se souvient que Netanyahou est allé au printemps dernier jusqu'à reprocher à Bennett d'être directement responsable des 1392 personnes qui sont décédées depuis son entrée en fonction à Bennett jusque au moment de cette déclaration. Et pire encore, on se souvient que le leader du parti ultra-orthodoxe, Moshe Gafni, avait été même jusqu'à dire, en utilisant sans hésiter sa langue de bois archaïque, voire même médiévale, que cette épidémie de Delta était due au fait, ni plus ni moins, que le nouveau gouvernement, je cite, pâtissait d'un manque de faveur divine en raison de sa politique laïque en matière de rapport entre l'État et la religion, comme si Gafni d'ailleurs était le seul à pouvoir être branché sur le ciel pour bien connaître les intentions divines. En tout cas, on risque, au cas où ce virus serait létal, encore plus que le Delta, d'entendre encore ce genre d'accusation venue d'un autre âge. Alors, l'autre raison qui fait que c'est un problème pour Bennett, un sérieux problème, c'est que et c'est l'essentiel d'ailleurs du dossier qu'il a sur la table, c'est que quelle que soit la politique que son gouvernement adoptera pour faire face à ce nouveau variant, il est certain qu'en tant que chef de l'exécutif, il sera fortement la cible numéro 1 de l'opposition de droite, ce qui ne sera pas sans lui rappeler que lui-même, lorsque il était dans l'opposition, il avait attaqué le gouvernement Netanyahou à la fin 2020, dans un livre qu'il avait publié dans lequel il préconisait la création, je cite, d'un gouvernement civil pour gérer la crise du corona sans couvre-feu et sans retombées économiques catastrophiques. En fait, pour résumer, le dilemme central ou les dilemmes de Bennett maintenant, s'il s'avère donc que ce virus est très dangereux et qu'il n'est mal protégé par les vaccins en cours, eh bien, si vous voulez, ce sera évidemment de choisir entre 2 ou 3 possibilités. Soit le gouvernement déterre la hache de guerre au plan sanitaire contre ce virus et il ferme l'économie, il ferme l'aéroport, il multiplie les couvre-feux, un peu dans le style de ce qu'avait fait Netanyahou au début, même au cœur de la crise du Covid première version. Et alors, il risque de recueillir une volée de bois vert et des critiques terribles, malgré le fait qu'il aura peut-être réussi à endiguer l'épidémie et à éviter l'engorgement des hôpitaux, parce que certains secteurs
économiques, pas seulement les PME, pas seulement les artisans ou les indépendants, mais toutes sortes de personnes défavorisées dans les couches les plus défavorisées, qui pâtiront à nouveau d'un manque de moyens et de la pauvreté, ben, pourront l'accuser d'avoir justement pris ces mesures. Et ce qui serait très mauvais, et ce qui serait le comble pour un gouvernement de composite comme le sien, dans lequel siège justement le Parti travailliste, Meretz, et un parti arabe. Donc, s'il fait ce choix sanitaire, eh bien, il va payer au plan économique. Et s'il fait, au contraire, le choix de de gérer finement l'économie avec quelques mesures restrictives, mais sans exagération, il risque d'avoir un résultat létal. Tout ça, ce sont des suppositions. Et là, il sera à nouveau la cible de l'entourage, de Netanyahou lui-même, de son entourage de faux prophètes. Et donc, il est peut-être probable que, instruit par ces gestions défectueuses, aussi bien celle de Netanyahou que ses hésitations au début, quand il était au début de son gouvernement, Bennett fasse le choix d'une sorte de choix d'Erer Haim Saïd, de voie médiane, où il dose, si vous voulez, des mesures restrictives nécessaires, mais pas générales, avec une économie qui resterait ouverte et qui fonctionnerait. On le saura dans quelques jours. Oui, ce qui est sûr, c'est qu'il va être vérifié, on va dire, à la loupe, plus particulièrement par les partis d'opposition. Absolument, absolument. Et évidemment, après le vote du budget et des différents problèmes internes à la coalition qui sont déjà apparus. Alors, on va parler à présent de Benjamin Netanyahou, qui, bien entendu, est dans l'opposition aujourd'hui. C'est le chef de l'opposition. Il est aussi, bien entendu, au centre d'un procès pour corruption. Et il est aussi au carrefour, un des carrefours les plus risqués de sa vie. Carrefour politique, bien entendu. Oui, il en a connu d'autres de ces carrefours, lorsque notamment... lorsqu'il a terminé son mandat de représentant d'Israël à l'ONU et que il est revenu en Israël et que quelques semestres après il s'est positionné comme candidat face à Ariel Sharon, candidat du Likoud pour la direction du Likoud, au temps de sa jeunesse politique, j'allais dire. Et puis il y a eu aussi ensuite la défaite qu'il a subie face à Ehud Barak. Enfin, Netanyahou a évidemment pas mal de bouteilles. Il connaît le jumping et les hauts et les bas de ce que c'est qu'une carrière politique au plus haut niveau. Mais je crois que là, je ne suis pas le seul à le dire, on a vu ça dans la presse israélienne, Netanyahou, sous l'effet en fait de deux et voire trois causes concomitantes, se trouve en fait à la veille dans un carrefour fatidique où il doit prendre des décisions. Alors, le premier élément, tout le monde l'a constaté, c'est qu'après son retour du fameux voyage à Hawaï cet été, où il est resté d'ailleurs plus longtemps que prévu, il est parti comme citoyen du rang, il est rentré un peu plus tard que prévu, comme son fils et sa femme, qui ont prolongé ses vacances idylliques. Eh bien, il a retrouvé une scène politique israélienne assez différente de celle qu'il avait laissée, dans la mesure où la coalition Bennett a tenu le coup et surtout elle a passé l'examen, on le disait tout à l'heure, du vote d'un budget pour 2021 et 2022, chose qu'on n'avait pas vue depuis 3 ans en Israël. Et alors que lui-même et son entourage n'avaient cessé depuis 6 mois d'essayer de trouver des transfuges de la coalition pour renforcer disons le Likoud et l'axe du Likoud avec les partis religieux, mais il n'en a pas trouvé parce que ce gouvernement tenait le coup. Il avait aussi proposé, on s'en souvient, une sorte de la formation d'un gouvernement qui serait donc dirigé par Benny Gantz pour que le Likoud puisse revenir au pouvoir avec l'appui des 8 voix du parti bleu et blanc de Gantz. Tous ces subterfuges n'ont pas marché et donc Netanyahou, si vous voulez, le vote du budget a constitué pour Netanyahou tout de même une étape assez négative. Alors, il n'empêche que sans doute à cause de cela, sans doute parce que même si le ciment de ce gouvernement, c'est pas seulement le fait qu'il est contre Netanyahou, mais c'est qu'il a
il gère un certain nombre de dossiers et il arrive à s'en sortir malgré toutes les polémiques qui le secouent, eh bien, il est sans doute apparu à la conscience de Netanyahou ces dernières semaines, encore une fois, après le vote du budget, que ce gouvernement, malgré tout, pourrait durer et que, comme justement, au même moment, vous le disiez, son procès a repris de plus belle et à une cadence accélérée avec des témoignages évidemment mis en exergue par les médias pour enfoncer Netanyahou, ce qu'on sait, mais des témoignages tout de même assez forts du témoin public, on appelle témoin de l'État, parce que cette expression n'existe pas dans les autres systèmes, puisque ça n'existe qu'en Israël, ce système, ou quelqu'un qui est lui-même lié à une affaire, à des responsabilités même pénales dans une affaire, en fait, a signé un accord avec le parquet pour pouvoir être un témoin à charge contre des accusés plus sérieux que lui. Et c'est le cas donc de Nir Refes dans l'affaire du dossier 4000, c'est-à-dire l'affaire Bezek Walla, non pas trafic d'influence, mais si vous voulez, de corruption qu'on pourrait trouver contre Netanyahou. Et alors, il y a eu donc des témoignages assez troublants qui ont peut-être sans doute laissé indifférente une bonne partie de l'opinion publique qui n'a que faire de ces arguties, mais qui quand même, sur le plan juridique, ont peut-être fait affleurer à la conscience de l'ex-premier ministre qu'il ne reviendra pas de sitôt au pouvoir. Et il y a un troisième élément très important qui fait qu'il se trouverait à un carrefour, c'est que tout ça, ce que je viens de dire, on le sait plus ou moins, mais c'est que comme il pressent que le temps ne travaille pas pour lui et que surtout le procureur général qui a eu en charge, qui avait choisi de l'inculper et qui n'est autre que donc Avichai Mandelblit, eh bien, ce procureur général est en place que jusqu'en février prochain, puisque son mandat se termine en février prochain. Il sans doute, on ne sait pas ce qu'il a dans sa tête, Netanyahou, mais sans doute a-t-il été saisi par le doute ou l'opportunité d'essayer peut-être à la fois de démissionner du Likoud et surtout de conclure un éventuel deal, un éventuel accord à la fois juridique et financier avec Mandelblit, comme ça se fait d'ailleurs en Israël et aussi dans la justice américaine, pour éviter d'être emprisonné et d'arriver à un arrangement. Bon, et alors on imagine si c'est ce que ferait le Premier ministre, malgré le fait que son entourage immédiat jure ses grands dieux que c'est pas le cas, que ce sera jamais le cas. Mais enfin, si Netanyahou provoque ce coup de théâtre, on imagine évidemment qu'il démissionne du Likoud. Eh bien, ce sera aussitôt la fin du gouvernement Bennett, puisque les partis comme Yamina, mais surtout comme Nouvel Espoir et d'autres, ont dit que si le Likoud était dirigé par quelqu'un d'autre que Netanyahou, eh bien, il reformerait un gouvernement de droite. Donc, on est dans une hypothèse, une vue sur la comète, mais il n'est pas exclu que Netanyahou voit son intérêt, compte tenu de tous les facteurs que j'ai énumérés, pour peut-être surprendre son monde et comprendre que sa carrière politique est terminée. Très bien. Et dernier sujet, il concerne Yair Lapid, qui a, lui, prévu des élections primaires au sein du parti qu'il dirige, le parti de Yesh Atid. Oui, une demi-surprise la semaine dernière lorsque Yair Lapid a annoncé que sa formation allait tenir des primaires pour la première fois le 4 janvier prochain, et d'ailleurs que les candidats à la direction de ce parti devaient se faire connaître au plus tard jusqu'au 21 décembre, dans un peu plus de 3 semaines. Il faut dire que demi-surprise, pourquoi? Parce que Yair Lapid avait déjà évoqué cette perspective, notamment à la fin 2020, quand il avait déclaré, après la rébellion manquée de son numéro 2, Ofer Shelar, que le parti tiendrait un jour des primaires. Alors la conférence du 4 janvier devrait réunir 1 millier de délégués et Yair Lapid en a profité pour présenter ses objectifs à la fois, j'allais dire, internes à son parti, mais aussi des objectifs généraux de ce parti pilier dans le gouvernement, puisque il est le parti le plus riche en députés, avec 18 députés. Il est un peu la colonne vertébrale, je dirais, mis à part l'amitié qui le rapproche personnellement de Bennett, il est la colonne vertébrale du gouvernement. Alors quels sont
les principaux objectifs affichés par Lapid pour ces primaires, c'est d'abord renforcer le centre libéral sioniste, c'est comme ça qu'il se définit, le centre libéral sioniste israélien pour garantir le caractère juif et démocratique du pays. Deuxièmement, consolider Yesh Atid en tant que parti de gouvernement, c'est ce que je viens de dire, c'était une nouvelle donne qu'on ignorait jusqu'aux dernières élections. Et puis troisièmement, protéger, insister Lapid, le système légal et juridique du pays pour maintenir l'État-nation et l'État de droit, et puis surtout garantir des droits égaux à tous les citoyens du pays, et s'opposer, c'est un des dadas de Lapid, à toute forme d'extrémisme. Enfin, un autre objectif essentiel, préserver l'identité juive d'Israël. C'est quand même nouveau parce que Yesh Atid se met au diapason de toutes sortes de réveils identitaires qui existent, d'ailleurs très bigarrés dans le pays, avec un retour aux sources. Et puis donc garantir aussi le rôle d'Israël dans la diaspora. En même temps, cinquième objectif important, que la recherche par Israël de la paix. Et évidemment, en tant que ministre des Affaires étrangères, Lapid a parcouru les différents pays qui ont conclu des accords de paix avec Israël. Et aussi, autre objectif important, faire aussi la paix interne entre ce qu'il a appelé les tribus d'Israël, c'est-à-dire les secteurs et les sensibilités à la fois spirituelles et religieuses très composites qui caractérisent le pays. Un programme alléchant. Est-ce que cette voie démocratique enfin tracée à l'intérieur de Yesh Atid, auquel on reprochait d'être un parti un peu comme Israël, celui de comment dirais-je, de Lieberman, un parti où le chef est tout puissant et n'a jamais été désigné. Maintenant que le numéro 1 sera élu, peut-être que ça ajoutera de l'aura et je dirais, quelques sièges à Yesh Atid lors des prochaines consultations, mais ça aussi, on faudra attendre pour le constater. Très bien, Richard. Merci pour ce tour d'horizon de l'actualité politique israélienne, et on se retrouvera bien entendu la semaine prochaine avec vous, Richard. Hanouka Sameach. Hanouka Sameach. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bientôt.